L'heure du conseil de classe est arrivée et de retour. Une nouvelle fois, on s'installe tranquillement, les amis. Salut David. Hello mon Flo, écoute, ça va pas mal. En pleine forme, dans le Tessin cette fois-ci pour Dans les le conseils de Ticino. classe. Dans le Ticino, effectivement, où les Lugano Tigers ont terminé le dernier exercice à la 6e place du classement, un bilan de 9 victoires et 16 défaites. Et une 15 saison... défaites. Oui, bah oui, forcément, Oui, il y a un match de trop sinon. Ils 9 étaient et exempts 15. pour la dernière, en C'est plus je me suis ça. emmêlé avec tout ça. Mais 9 victoires, 15 défaites, un bilan qu'on n'arrive pas vraiment à dessiner. Comme d'habitude, on va vous faire les 5 points, bien entendu, les 3 premiers points de débat avec les tops et les flops. Qu'est-ce qui s'est passé sur le début de leur saison? On fait un petit peu le récit de tout ça. Et ensuite, 2 points desquels on aimerait vous parler en plus aujourd'hui. Malheureusement, du côté du Tessin, il y a des points importants. On attaque par leur saison. Je disais, tu arrives pas à te dire à un moment donné, mais quand est-ce qu'elle a démarré? Quand est-ce qu'ils se sont mis vraiment dedans? Il y a eu du bon, du moins bon en alternance du début à la fin, j'ai l'impression. Ouais, c'est un petit peu ça. C'était vraiment les montagnes russes. Je pense que ça caractérise assez ce qui s'est passé. Le père Kabibo a vraiment tâtonné. Alors, il y a eu des arrivées de joueurs, des départs. Elie Djamini qui arrive, qui repart. Louis Saint, qui était une révélation absolue. Portanezze, enfin, il y en a eu des... C'était assez dingue. T'aurais pu faire une série, alors pas une série Netflix, mais toi une petite soap opéra qui est diffusée à 3h du matin sur une petite chaîne locale. Ça aurait été ça, passé, ouais. avec tout ce qui s'est passé. En Patrick Bowman Cup, t'as aussi une défaite face à Star Wings, pas très très belle. Très short. D'un petit point, tu fais une énorme remontada, mais bon, tu t'étais fait ouvrir en première mi-temps. Clair. SBL Cup, t'étais exempt. Donc au final, tu l'as dit, un premier tour face à Massagno. Et on peut leur donner au moins ce crédit. Leur dernier match, double prolongation, un des plus beaux matchs des playoffs. C'est ça. Ça sauve un petit peu la fin de saison. Mais On peut leur donner ce crédit. Ils sont un peu dans un championnat qui est vraiment curieux, quoi. Derrière Union Neuchâtel qui a déçu, mais qui est quand même dans un lot un petit peu différent. Oui. T'as un lot d'équipes, ils sont à une victoire de finir avec le même bilan que le BBC monté. C'est ce que je disais à Double P en discutant avec lui au téléphone. Je disais, vous êtes 5e l'année dernière, mais pas non plus une saison. Je faisais la comparaison en lui parlant du recrutement. Enfin, on n'est pas surmonté, mais voilà, c'était pas une saison réussie. Et je trouve que pour Lugano, c'est pareil. Effectivement, moins d'Américains, des allers-retours un petit peu dans tous les sens. Tu l'as dit, Elie Djamini, on n'avait pas trop compris parce qu'au final, même si les rumeurs de départ étaient très tôt dans la saison, on le trouvait un petit peu mieux sur les derniers matchs et il était quand même parti. Il t'a montré des très belles choses, notamment un match du côté du Chaudron à Boncourt, où il est allé en mode small ball et il avait ouvert la raquette, Chalazan et Jankovic ne pouvaient pas avec sa mobilité, des belles pastilles en plus, de temps en temps qu'il a pu envoyer, il se barre. Et le maître mot aussi sur cette fin de saison, c'est que tu n'avais aucune rotation. Absolument aucune. Tu jouais à 6-7. Tu avais des belles surprises. Les Minots, les qui a permis aussi, même, ça me fait penser à Nicolas Stevanovic qui nous avait envoyé, je crois, 28 points pour le match décisif face au Star Wings, justement le dernier ou l'avant-dernier match de la saison. L'avant-dernier, parce qu'ils étaient exempts sur la dernière, mais qui avait envoyé 28 pions et qui les avait sortis de là. Parce qu'ils allaient. Il faut se rappeler que s'ils ne gagnaient pas ce match, alors après l'histoire c'est écrit différemment, mais ils tapaient les Lions de Genève. Et à l'époque, on préférait quand même plutôt prendre Massagno que les Lions de Genève. Dans un match coup près, tu vas taper Bâle, qui a montré dès le début des playoffs et même avant de te jouer en fin de saison que c'était une grosse équipe. Donc sur le final, tu te dis allez, il y a 2-3 trucs qu'on peut aller chercher, etc. Mais là, il faudra vraiment pour Salvatore Kabibo, si c'est lui encore l'entraîneur la saison prochaine, qui a un projet un petit peu plus cohérent. Malheureusement, ça ne prend pas le chemin. Aussi, rappelle-toi, qui arrivait complètement hors de forme. C'était terrible. Alors, il était rôti il était sur le début de saison. Rôti, quelques kilos en trop. Sur la fin de saison, c'est beaucoup mieux. Mais c'est une équipe aussi qui était complètement portée vers l'offensive. C'était assumé. En plus, en perdant un mec comme Louis Saint qui a filé du côté d'Antibes, t'avais pas vraiment d'éléments qui étaient capables d'amener. Et défensivement, t'as accepté de te faire tordre de ce point de vue-là. Elle te fait mal parce que tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs étrangers dans cette équipe-là. Et Axel Louis Saint parmi les Suisses, c'est quand même le garçon qui en début de saison, tu te dis très bien, d'accord, il va pouvoir assumer un rôle prominent dans cette équipe-là. Le MIP, pardon, je vais tout faire casser. Le MIP lui tendait les bras. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du côté de Antibes par rapport à ce qu'il faisait offensivement, parce que c'était devenu une deuxième option vraiment derrière Nikolic. Et en défense, c'était peut-être même candidat à Dipoy. Et il se barre, ça te met dans le jeu. Et c'est vrai que sur la fin de saison, c'était très unidimensionnel dans le sens où Nikolic rayonnait, mais tu pouvais mettre 80, 90 points à quasiment tout le monde. Non, sur la fin de saison, ils ont clairement pas les armes. Et au moment d'aller affronter Massagno, c'est trop compliqué. Il y a ce match, tu l'as dit, en double prolongation. C'est pour ça que je disais le final.
à la fin, quand tu fais le bilan un peu de cette équipe-là, tu te dis quand même, sur la fin de saison, il y a eu un peu plus de bons que globalement comme ça a été parsemé le reste de la saison. Donc allez, on va dire, il n'y a pas de mauvais élèves, pas d'avertissement au conseil de classe. Ils sont un petit peu là où on les attendait, avec une saison ultra galère. Dans tout ça, à la il y en a limite quand des même... encouragements, tu vois. À la limite des encouragements, n'exagérons pas non plus. Mais dans tout ça, t'as quand même des éléments qui ont été satisfaisants. On en parle tout de suite dans les tops. Tiens, qui tu as choisi, toi, pour la saison d'été chinois en top? Une très très belle révélation. Le retour, tu vois, on le voyait pas venir, de Revival, tel un phénix, je vais pas dire qui a su renaître de ses cendres, mais Florian Steinmann. Flo Steinmann, il a été fantastique monstrueux cette saison. Il a presque 16 points, 4 rebonds, 30% du parking. Tu peux te dire, c'est pas énorme, mais quand tu vois qu'il a plus de 6 tentatives quasiment, la difficulté de ce qu'il peut prendre, bravo, ça faisait 2 ans qu'il jouait pas du côté de Fribourg, il s'est assumé. Le départ de Louis Saint a fait aussi que sur les lignes extérieures, il y avait encore plus de ballons pour lui. Il a eu d'énormes pointes au scoring, donc bravo, parce qu'on l'a pas vu venir vraiment. C'est là où il a progressé, notamment sur les... Alors, moi, personnellement, je l'avais vu venir. Alors, je pas de là à te dire qu'il te fasse une saison comme ça, mais quand tu vois comment se dessine la saison de Massagno, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top. Lugano, donc, de Lugano. Oh là là. Attention, on va se faire taper sur les doigts. Mais peut-être qu'il fera le court déplacement, donc on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, je m'attendais à voir ça parce que je l'avais déjà vu. On oublie souvent, oui, c'est un joueur qui est passé par Genève, par Fribourg. Moi, à Neuchâtel, la 2e ou 3e saison, je ne sais plus s'il en fait 2 ou 3. Elle est belle, hein. Il est déjà sur du 11-12 points, il me semble, de moyenne par match. Et c'est déjà un joueur où tu te dis, il est capable quand même de nous avoir des grosses pointes. Je me rappelle, il en avait planté contre 22, justement, contre Genève à l'époque. Enfin, c'était un joueur, j'avais l'impression qu'il était déjà capable de ça. Et son rôle, forcément, a été à chaque fois agrandi au fur et à mesure de la saison. Et tu l'as dit avec le départ de Louis Saint. Mais dès le début de l'exercice, on sait que Flo Steinmann va être un joueur ultra important de cet effectif-là. Alors, c'est pour ça que j'en ai mis un autre. J'ai mis Uros Nikolic. Oui, forcément. On est dans de l'original, j'ai envie de te dire, avec le père Uros. Forcément, mais toi-même, tu sais que quand on discute avec des agents et avec des membres du milieu de Swiss Basketball, nous expliquent que c'est un joueur qui a forte tendance à aller chercher ses stats. On a entendu plusieurs présidents, entraîneurs nous dire ça. Certains fins de match, des fois, ouais. Mais bon, voilà. Le garçon est dans une saison ultra difficile à Lugano parce que collectivement, c'est compliqué quand même. On n'en a pas parlé trop tout à l'heure, mais au niveau de ce qui était proposé au niveau du jeu, c'était pas folichon. Non, il n'y avait pas une vraie identité de jeu bien définie, comme on avait peut-être pu le voir chez Star Wings ou même chez Nyon. Tu vois. Ouais, même chez Nyon. Et ce gars-là, qui peut t'avoir déçu par les choix de carrière, par plein de choses, parce que tu le voyais être plus fort, etc., arrive dans une équipe comme ça et nous tourne en 20-10 de moyenne sur la saison. Et de manière tranquille. Alors, je veux bien qu'il aime bien aller chercher ses stats en fin de match. On est le premier à le dire dans les podcasts, etc. Mais Uros Nikolic, rendez-vous compte que là, t'en as pas beaucoup, sur la saison qu'il vient de faire et sur les dernières qu'il a faites, je sais pas, il fait pipi sur toute la ligue au poste de pivot. C'est ça en fait. Au poste de pivot d'ailleurs, parce que le pivot, on l'a pas encore. El pivot de oro. On l'embrasse. On l'embrasse, mon Diego. Mais pour revenir à Nikolic, je me suis amusé à prendre un petit peu ses stats. Il est à 20 pions de moyenne contre tout le monde. Alors, il y a des adversaires qui ont joué un petit peu plus que d'autres avec les playoffs, les coupes. Enfin, ils ont un match de coupe, mais peu importe. Régulier. Qui il pouvait y avoir en face, la raquette de Genève, la raquette de Fribourg. Nikolic, il te souille tout le monde. Alors, tu sais qu'en défense, rappelle-toi ce passage je crois que c'est dans les bloopers qu'on avait envoyé au LCM Awards. Ah ouais, des fois, il y a des boulevards. C'est la 1, double voix, même triple voix. Grandement mise en avant, je trouve, parce que Uros Nikolic, moi, je m'en rappelle à Vevey. Je dis pas que c'était un défenseur extraordinaire, encore une fois, mais podcast, je l'avais déjà dit, je radote. Ça y est. Là, tu un peu, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est un joueur qui a joué tellement de minutes que tu peux pas lui demander. On sait que physiquement, c'est pas non plus un des cadres du championnat. Tu peux pas demander à un garçon comme ça, et c'est pour ça que je pense qu'il fera très bien le travail du côté de Massagno s'il est bien accompagné. Mais Uros Nikolic, oui, la saison, elle est formidable. Alors, on peut cracher un petit peu dessus. Il y a eu des matchs, et je me rappelle, je crois que c'était face à Genève cette année, où effectivement, sur la fin, il en profite sur des gamins pour aller faire des stats. Il a ce côté-là, je le mets pas en doute, mais c'est quand même un très très gros joueur. Après, le basket, c'est ça aussi. Quand tu as sur un poste 5 qui est aussi prépondérant en Suisse, en plus, je suis d'accord avec toi, dans un dispositif qui peut moins mettre en avant ses gros défauts défensifs, ça peut passer.
mais il souille tout le monde. Et au bout d'un moment, c'est une garantie aussi, chaque week-end, d'avoir, alors peut-être à Massagno un petit peu moins, mais une petite vingtaine de pions. C'est quelqu'un qui va aller chercher des points, qui va provoquer des fautes, qui est présent au rebond, qui a un très bon sens du rebond offensif, qui est pas manchot quand il faut passer le ballon. Non, offensivement, c'est un des meilleurs pivots du championnat. 2-3 tirs primés cette saison. Ouais, qui s'est même mis de temps en temps envoyer des bombinettes du parking. Alors je sais pas si ça va devenir récurrent. Je pense pas. Mais en tout cas, voilà. Il arrive dans son saison, prime, c'est pour ça. On sait qu'il est souvent décrié. Uros Nikolic, il est en plein dedans même. Et voilà, il signe à Massagno. Moi, c'est un plaisir de le voir, de le garder dans le championnat, un garçon comme ça. Qui s'inscrit dans la durée. On passe maintenant au top, ceux qui ont un petit peu plus déçu. T'as fini sur l'Ikonic au flop. Putain, alors là, elle est dure cette vidéo. Il y a un manque de sommeil évident. Et trop de NBA en ce moment. Il n'y en avait pas pourtant hier soir, mais je suis pas arrivé à récupérer. Donc on enchaîne bien sûr avec les flops. Alors j'y vais. Allez, vas-y. Côté flop, moi j'ai mis Derek Jackson qui nous fait. Je savais qu'il te surprendrait. Ah, d'accord. Ah, ouais, vas-y. Je savais qu'il te surprendrait. Je t'écoute. Non, Derek Jackson, tout simplement parce que, de la même manière un peu qu'un Steinman, Derek Jackson, je sais très bien moi que c'est un passeur exceptionnel. Il avait déjà ses qualités quand on l'avait vu du côté de Suisse centrale. Mais c'était un gars à 16 pions de moyenne, il me semble. 15-16 pions de moyenne, peut-être même un peu plus. Enfin, il avait vraiment des grosses pointes au scoring et c'était quelqu'un sur qui tu pouvais compter pour créer pour lui-même. Il est arrivé dans un état, Derek Jackson, où il n'était pas du tout en confiance avec son shoot, je pense. Et c'est ce qui lui pourrit toute la saison. Cette mécanique, Cette mécanique, mais il l'a toujours eu. Oui, mais il n'était pas en confiance avec son drive. Il avait eu une blessure, il me semble, à la cheville. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais avant la préparation, avant de rejoindre cette équipe, justement. Et c'était plus le même joueur. Du côté de Suisse centrale, je m'attendais à ses passes. Je me disais, peut-être même qu'il va arriver à la dizaine. Bon, il en fait 8 de moyenne au final, ce qui est énorme. Je dis pas qu'il fait une saison de cancre. Mais par rapport à ce que j'avais vu du joueur, je suis déçu sur ce qu'il a apporté. Je me disais, ils vont quand même survivre un petit peu parce qu'à côté d'Uros Nikolic, t'as 15 pions et dans les grands soirs, t'as plus d'une vingtaine de pions. Et j'ai pas vu. Écoute, moi j'avais juste checké le père Jackson parce que oui, c'est vrai qu'à Swiss Central en 2019, alors il faisait un petit peu moins d'assists. Là, il finit dans les meilleurs passeurs du championnat. C'est le meilleur passeur. Voilà. 12 pions, 8,6 assists à 2 turnovers. Donc je trouve qu'il s'est amélioré. Le ratio était déjà très bon, mais alors là, oui. 3 rebonds, il est à 2,5 steals, ce qui est assez énorme. Et oui, je suis d'accord, au shoot, 30% du parking, il faut que ça bosse. Mais au lancer franc, c'est pas manchot parce qu'il va en provoquer beaucoup et il est pas loin des 80%. Non, c'est pas manchot au lancer franc. Je suis d'accord avec toi, c'est pas une réussite pour moi, mais de là à le mettre en flop. Je me disais, ça sera mieux que ce qu'on a eu à Suisse Central. Et en fait, c'était moins bien individuellement. Même s'il a eu cet apport, évidemment que tu peux en envoyer des caviars. Moi, je savais qu'il avait déjà ça. Mais je m'attendais au scoring parce que je l'avais pas suivi. Il était parti en Autriche entre temps et je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé. Mais je me disais, il va être une option primordiale sur le shoot notamment, et il a pas pu l'être parce que dans ses drives, il était pas en confiance, sûrement à cause de sa cheville. Je remets pas ça en question. Dans son shoot à mi-distance, on le voyait plus faire. Il n'avait que le drive ou le tir à 3 points où il est pas respecté. Donc au bout d'un moment, c'est devenu un problème. Et sur la fin de saison, on le voit très bien parce que son influence, elle décroît complètement sur l'équipe. Donc c'est surtout par rapport à ça et cette trajectoire de sa saison qui est décevante et qui est sur la fin, on se rend compte finalement que c'était pas le bon joueur à mettre à côté de Uros Nikolic. Après, je l'aurais pas mis en flop, qu'une déception par rapport à ce qu'il nous avait laissé comme image. Alors qui tu nous mets en flop à Suisse Central, mais de là le mettre, c'est un petit peu dur. Mais je comprends ton opinion. Qui tu nous mets? Parce que moi, un mec qu'on attendait en flop et qui est en flop, ça m'intéresse pas. Elie Jamini. Alors le cas Elie Jamini, soyons un peu plus vagues, parce qu'au final, on sait que on voulait s'en débarrasser parce qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Alors on n'est pas vraiment dans le vestiaire, mais ça cliquait pas. Il te sort des bons matchs sur un poste 4 où en plus à ce moment-là de la saison, Julo était dans le dur, hors de forme, il était dans le dur. T'amenais de la mobilité, quelques petits highlights bien sentis, un jeune américain. J'avais envie de me dire de tous tes éléments, c'est pas celui qui te déçoit le plus. Pourquoi s'en séparer? Derrière, ça t'a complètement conditionné pour le reste de la saison. Donc je sais pas si c'est le joueur, on peut le dire, qui a fait de la merde, ça s'est mal passé dans le vestiaire et au bout d'un moment t'arrives à un point de non-retour où tu te sépares de lui. Pas vraiment ça, mais en tout cas on sait que c'est lui qui voulait partir, quoi. Il voulait partir, donc il y avait forcément des raisons. Ou alors, je dis, le cas Elie Jamini, pour faire un peu plus large, les dirigeants, le coach, de pas être arrivé à trouver les mots pour le garder, parce que avec l'américain sur ton poste 4, ta fin de saison peut être beaucoup moins galère. Tu vois, donc, elle peut être beaucoup moins galère, bien sûr. Mais qu'il avait de temps en temps des trucs assez sympas. Tu vois, je pense pas que c'était pour ça, et c'est dans le même sens. C'est ce que je te disais. Moi, par moment. Quand je donne mon diagnostic sur un flop, je pars
du point. Qu'est-ce que ce garçon est censé nous amener? Et Ledjamini, même si c'était un étranger, il n'était pas censé avoir de grosses responsabilités. Et on l'a vu dès le début de la saison où il avait un tout faible temps de jeu. Après, il en a pris petit à petit. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, en tout cas, je peux pas le mettre en flop. Je sais pas derrière ce qui est allé se passer exactement. Je sais que le joueur voulait partir. Donc bon, ma foi, je sais pas qui entre les dirigeants, tu l'as dit, entre Ledjamini est vraiment responsable de ça, mais en tout cas, je m'attendais pas de lui à de grandes choses, quoi. Donc c'est pour ça que je suis ça pas. Te met dans le jus. T'as pas de rotation pour Julo ni pour Nikolic qui joue toujours 37-38 minutes, et c'est vrai que lui. Tu vois, pour moi, un Julo par exemple mérite clairement plus parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais voilà, l'état dans lequel tu arrives, même s'il y a l'âge et il y a des choses qui peuvent l'expliquer, au bout d'un moment, t'es un professionnel. Voilà, quoi. Tu peux pas laisser ton équipe comme ça sur le début de saison. Allez, on va mettre sur un niveau d'égalité le cas Ledjamini et sur la même ligne le nutritionniste de Jules Haut qui a été défaillant l'été dernier. Bon, alors on a fini pour les tops et les flops. En tout cas, on a fini notre diagnostic d'experts, de médecins, de chirurgiens. Posons-nous maintenant un petit peu plus dans le débat. Voilà. Exactement. Dans le débat, Salvatore Kabibo, ce sera le premier point qu'on va évoquer. Et bien sûr, c'est la mauvaise nouvelle. Et non, d'ailleurs, on va commencer même par ça parce que c'est tellement énorme. Le vice-président des Lugano Tigers qui quitte le navire vraisemblablement avec tout ce qui est représenté pour le club financièrement. Le club est quand même dans pas un sale état, on va dire, mais c'est pas la grosse confiance. Et ça se voit au niveau du recrutement. T'as personne qui vient. Et là, ton encéphalogramme est plat. On est en train de se dire, attention, je sais pas où ça en est, s'il y a eu licence A, s'il y a pas eu, mais attention Lugano. Attention fortement parce qu'on sait très bien comment fonctionne notre championnat, la SBL, les modèles économiques des clubs sont très bancals. Il suffit que tu aies un ou deux gros sponsors qui viennent à quitter le navire. Tout est remis en question. On a pu le voir avec Swiss Central. On parle de plus de la moitié du budget. Voilà, ça fait beaucoup de pépettes en moi. Je rigolais dans le podcast en disant qu'il est parti avec la caisse. Mais pas loin, parce que c'est lui qui mettait les sous-sous dans la caisse d'une certaine manière. Et ça va tout conditionner, parce que c'est quand même un endroit, rappelons-nous le Lugano d'il y a une petite dizaine d'années avec le Druide, Randou sur le terrain, les Stockalper, tout ça, ça jouait les titres et c'est triste de voir que sur cette saison, on en est loin. La viabilité de ton club en SBL est fortement remise en question. Tu sais pas si tu y vas avec quels moyens. Déjà, c'est sûr que si tu restes, il y aura 2-3 Américains grand max. Ouais. En termes de Suisse, alors il y a des jeunes qui sont prometteurs. Le jeune Della, qui a brillé avec Massimo, qui a fait des gros cartons avec les jeunes, des Bratchel, tu n'y vas pas avec ça. Tu peux pas y aller avec ça. En plus, tu as perdu le Kovac Junior qui a filé au Jura, qui était, je pense, dans tes jeunes, celui que tu avais pas mal développé cette année, dans les satisfactions, un petit peu, une des rares. Son départ a été aussi ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. Voilà, le départ d'un Patrick Kovac à qui il fallait offrir un contrat parce que je n'étais même pas sûr qu'il soit payé l'année passée, ou en tout cas très peu s'il l'était. C'était peut-être des repas. Des petits repas, des tickets resto. Bisous à Justin Solio. Mais non, c'est pas avec ça que tu iras l'année prochaine. Et ce départ-là, en tout cas, avait été vraiment celui qui avait montré que le club était en difficulté. Effectivement, en creusant un petit peu, tu te rends compte qu'il y a le départ du vice-président, qu'il y a le départ d'un paquet de fric et qu'il y a une incertitude autour de ce club, ne serait-ce que pour être l'année prochaine en première division. Donc de toute façon, je pense que nos visages, ils doivent bien voir. Vous devez bien voir qu'on est on est un petit peu au bout parce que quand on voit ce qui se passe chez les filles, on a pas mal de papiers qui sont sortis où ça diminue. On en fera une spéciale. On en fera une spéciale même sur l'avenir du basket suisse aussi, parce que là, il est entre des mains, entre de belles mains, mais un peu glissantes, un peu chaud avec le cuir par moment. Parquet, il y a eu un petit coup de savonnette. Et non, il y a des bonnes choses, mais effectivement, quand tu regardes et quand tu parles en tout cas aux gens qui interagissent de l'extérieur avec le monde du basket suisse, donc agents, coachs, etc., ils sont tous capables de te dire qu'aujourd'hui, c'est en plein déclin. Ça, on en fera une vidéo spéciale. Je l'avais dit, le dernier thème, c'est Salvatore Kabibo. Ouais, maintenant qu'on a mis en contexte et en perspective, il n'y a plus de sous-sous. Du coup, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour l'instant, ils aimeraient bien, en tout cas d'après les infos qu'on avait, ils auraient bien aimé peut-être changer d'entraîneur, mais il n'y a pas d'argent. Donc Salvatore Kabibo. Il y avait quelques noms de coachs qui revenaient de temps en temps avec insistance là-bas, mais là, voilà, c'était ça. T'as pas de sous-sous. Salvatore Kabibo ne coûte pas super cher, donc il y a des chances de le voir revenir. Et c'est pas, en tout cas de moi, ce que j'ai vu sur le parquet, c'est pas assez.
Ah non, c'est pas assez. Même avec les outils à disposition, il faut attendre T'attendais plus mieux. d'un coach, mais je parle et je sais très bien que si on va, tu vois, sur un demi-terrain, etc., qui peut nous apprendre des choses, évidemment. Je dis pas l'inverse, c'est une certitude, sinon il serait même pas là-bas. Mais ça devrait être plus. Quand on discute basket, je trouve que ça devrait être plus de la part d'un coach. On l'a vu en fin de saison, parce que tu sais, pour les histoires de diplôme, là, pour valider, tu sais, certains crédits, tout ça, il était avec Petar Aleksic pendant les playoffs, avec un petit polo de Fribourg Olympique. Avec un petit masque aussi. Oui, le petit masque labellisé. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, c'est difficile de taper sur des coachs. Ça veut dire, vous n'êtes pas coach, etc. Mais on est quand même des suiveurs assidus et on est capable, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, de pas non plus tomber sur eux quand il n'y a pas de résultat. Regardez c'est vraiment par rapport à ce qu'on voit à côté. Atala, le père Andreevich, on n'est pas dans l'obligation de dire il faut un bilan à 60-70% de victoire pour dire qu'un coach a réussi sa saison. Non. Et là, c'est vrai que, par exemple, Ruzicic, on a beaucoup de très bons retours, des joueurs, de personnes qui gravitent autour et qui se disent bon, et pour ça qu'on se disait dans le preview Boncourt, on peut lui donner une chance. Salvatore Cabibo, je trouve c'est un petit peu plus difficile et c'est vrai que Lugano réfléchit et je pense qu'en plus sur le marché il pourrait y avoir des solutions. Alors est-ce qu'il y a des solutions bon marché qui pourraient plaire? Alain, français, voilà. Alain si tu veux aller manger gratuitement dans le resto de Roby, c'est à côté. Donc, Alain Attala pourrait être une piste. Pourquoi pas Alain Attala, mais pour l'instant, ils sont vraiment sur le principe de garder ce garçon-là parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, ça va faire